la prochaine visite de Son Altesse l'Émir en République démocratique du Congo revêt une importance particulière. D'abord, il faut se rappeler que le 15 novembre dernier, il y a eu la signature de cet accord important qui prélude de la restauration de la paix dans la partie est du pays. Accord signé donc entre le gouvernement et le groupe rebelle M23. Et nous savons bien que l'émir a joué un très grand rôle pour ce résultat. Mais il y a un autre événement important, c'est la signature d'une série de lettres d'intention début septembre de cette année avec Al Mansour Holding pour un paquet d'investissements à hauteur de 21 millions de dollars. Nous pensons donc que la prochaine visite de Son Altesse l'Émir va donner le ton pour que ces projets dont on parle depuis quelque temps puissent se réaliser dans les meilleurs délais possibles. Bon, il faut d'abord reconnaître que le niveau de relations commerciales est très, très faible. Il n'est pas à la hauteur de la qualité de relations diplomatiques entre nos deux pays. Et il y a donc intérêt à ce que ce qui se fait sur le plan politique et sur le plan diplomatique s'aligne avec le niveau des relations commerciales et des relations d'investissement entre les deux pays. Et c'est la raison pour laquelle il est évident que le volume d'investissement annoncé, notamment début septembre de cette année, devrait permettre d'accélérer un certain nombre de projets importants, plus spécifiquement dans le secteur des infrastructures, les ports, les aéroports, parce qu'il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo est un pays avec un potentiel énorme. Potentiel énorme, non pas simplement à cause des ressources naturelles importantes dont le pays est doté, mais également à cause des ressources humaines importantes qui sont disponibles dans ce pays. Mais il y a un certain nombre de facteurs bloquants, et parmi lesquels l'énorme déficit en infrastructure. Pour un pays quasi enclavé, il est important que ce pays se connecte d'abord à la région, mais la particularité de la République démocratique du Congo, c'est justement d'être un pays qui doit à la fois se connecter aux pays de la région en se connectant avec lui-même. Et donc, quand on voit le nombre de corridors de transport autour de la RDC, je pense qu'on peut en dénombrer à peu près 7, qui devraient faire de cette partie de l'Afrique, au centre de l'Afrique, un vrai grand marché centré autour de la République démocratique du Congo, qui est le pays le plus peuplé, donc qui est le pays qui offre le plus grand marché. Mais il faut débloquer ce potentiel et il faut le débloquer par des investissements massifs dans les infrastructures de transport, dans les plateformes logistiques, mais également dans les secteurs de l'énergie. Et ce sont là justement les secteurs qui ont été identifiés dans les lettres d'intention signées en début septembre avec Al Mansour Holding. À ma connaissance, il n'y a pas encore de discussion dans ce domaine, mais il est évident que la République démocratique du Congo tirerait un large profit de l'expérience qatari à cet effet. Nous avons pour le moment un fonds minier. Le code minier en vigueur a prévu des ressources pour les générations futures. Depuis quelques mois, au niveau du gouvernement, nous envisageons justement mettre en place un vrai fonds souverain. Mais nous sommes là en terrain inconnu et il est évident que nous aurons des leçons à prendre de la part de pays qui ont de l'expérience dans ce domaine et le Qatar en est un. Quand on voit l'importance du portefeuille détenu par l'autorité d'investissement qatari et le volume d'investissement que ce fonds permet justement de réaliser à travers le monde, il serait tout à fait normal qu'il s'engage un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Qatar pour un échange d'expériences et un accompagnement
du Qatar dans l'établissement d'un fonds souverain congolais. Bon, vous savez, dans ce domaine, je crois qu'il y a d'un côté une illusion qu'il faut lever. Il existe un dispositif légal et réglementaire suffisamment attractif pour les investissements étrangers. Le Code des investissements de 2002, la loi sur le partenariat public-privé, là, nous avons une loi qui libéralise le secteur des assurances, nous avons une loi qui libéralise le secteur de l'électricité, nous avons une loi qui permet des investissements étrangers dans le secteur de l'eau. Nous sommes en train d'améliorer, d'amender la loi sur l'agriculture pour permettre des investissements étrangers dans ce secteur. Nous envisageons très prochainement de réviser le Code des investissements. Donc, c'est pas le cadre légal qui pose problème. Ce qui pose peut-être problème, c'est d'abord ce narratif que l'on a bâti autour de la RDC, État instable, où il est difficile de faire des affaires. Pourtant, il y a des secteurs. Prenons le secteur minier. Prenons le secteur minier. Dans ce secteur, depuis une vingtaine d'années, nous avons des investissements directs étrangers en moyenne de l'ordre de 2 milliards de dollars par an. La RDC, début des années 2000, elle produisait combien de tonnes de cuivre? Même pas 200 000 tonnes de cuivre. Aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 3 millions de tonnes de cuivre. Et qui sont les producteurs qui ont amené la RDC à devenir le deuxième grand producteur de cuivre dans le monde? Ce sont des investisseurs étrangers. Donc, il est possible aux investisseurs étrangers de s'installer dans ce pays, de faire des affaires et de prospérer. Nous reconnaissons que nous avons des efforts à faire, et ça, c'est beaucoup plus sur le plan réglementaire, sur le plan de la qualité de l'administration, mais le cadre légal, il est suffisamment attractif. Nous allons le rendre beaucoup plus attractif encore, comme je le disais tout à l'heure, par la révision du Code des investissements, et par l'amélioration du dispositif qui doit piloter le partenariat public-privé. Très bonne. Ça, c'est vraiment une question pertinente et qui d'ailleurs me permet de dire un mot sur cette épineuse question de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Parce qu'en réalité, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, vous avez un pays avec une étroite sortie sur l'océan, mais avec un territoire immense au centre de la RDC. Et donc, dans sa partie est, la RDC est assez éloignée de l'autre côte vers l'Afrique de l'Est. Et donc, ce pays, autant il doit s'intégrer aux autres États de la région, partant du Cameroun, traversant du nord-ouest au nord-est de la RDC en allant vers l'Ouganda et vers le Kenya et la Tanzanie. De la même manière que si vous prenez la région des Grands Lacs au sens étroit, donc entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a tellement d'intérêts économiques communs qu'on ne devrait même pas en réalité parler de guerre, parler de rivalité, on devrait parler beaucoup plus de projets économiques intégrateurs, mutuellement bénéfiques à tous ces États. Et il est évident que pour un pays comme le Qatar, avec la capacité d'investissement dont il dispose, il serait peut-être préférable justement de privilégier des projets qui favorisent l'intégration économique régionale plutôt que de singulariser tel ou tel pays au détriment d'autres, parce que si vous prenez les pays qui sont à l'est de la RDC, qui sont géographiquement plus petits que la RDC, qui ont moins de ressources que la RDC, des investissements dans ces pays-là seront largement moins rentables que si ils intégraient un pays beaucoup plus potentiellement puissant que ne l'est la République démocratique du Congo.
Je vais peut-être commencer par la dernière partie de votre question. Les investisseurs qataris en République démocratique du Congo, quand ils visitent la RDC, où vont-ils? Que voient-ils? Est-ce qu'ils s'arrêtent à Kinshasa? Est-ce qu'ils ils se limitent à Lubumbashi ou peut-être ils vont à Goma? Ce pays, pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître, il faut l'explorer. C'est pas différent de ce qui s'est passé au début de la colonisation. Il faut le parcourir. Il faut aller au ventre du Congo, dans cette région du Sankuru, dans ces provinces qui sont aujourd'hui, il faut le reconnaître, enclavées. Il faut voir le potentiel du fleuve Congo comme un boulevard de transport. Il faut voir l'importance d'une ville comme Kisangani sur le fleuve Congo, une porte vers Kinshasa, mais également une ouverture vers l'Afrique de l'Est. Je pense que c'est cette vue un peu plus dynamique qu'il faut, plutôt que de se focaliser sur Kinshasa et sur les grandes villes, je voulais dire. Mais aussi, bien sûr, Kinshasa, l'une des plus grandes villes d'Afrique, la plus grande ville d'Afrique centrale, avec ses problèmes aujourd'hui, mais des problèmes qui sont d'énormes opportunités d'investissement pour les investisseurs intéressés.